Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, la levée du corps cet après-midi de Abdoulaye Elimane Dia à la mosquée omarienne. Kaladio est décédé dans la matinée à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf, a annoncé en début de semaine la gratuité de l'oxygène dans les CTE privés. La mesure n'est pas encore effective dans plusieurs cliniques de la capitale. Nos équipes ont fait un tour à la clinique du Golfe, toujours en attente de ces dernières commandes en oxygène. Une nouvelle date pour la mise en circulation du train expresso régional le 24 décembre, selon Mansour Faye, ministre des Transports, un leurre aux yeux de nombreux Sénégalais qui continuent de subir les désagréments des chantiers du TER. Le Sénégal a perdu aujourd'hui une grosse figure. Abdoulaye Elimane Dia est décédé des suites d'une courte maladie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Affectueusement appelé Kaladio, il était le président directeur général de la holding Fortune Capital. À la levée du corps cet après-midi à la mosquée omarienne, le compte-rendu est signé par Daouda Faye. Un réveil brutal. Abdoulaye Elimane Dia dit Kaladio s'éteint. La mosquée omarienne a accueilli la levée du corps en présence d'amis, proches et des autorités étatiques. L'émotion était au rendez-vous. Difficile de faire témoigner la foule venue prendre part à la prière mortuaire. Une perte pour tout le Fouta, comme le souligne l'ancien lutteur Baboy. C'était mon frère et aujourd'hui, je ne dis pas juste le Fouta, mais tout le pays est meurtri. Voilà une personne qui est restée la même malgré son statut. Et il a su aider le Fouta. Kaladio, de son surnom, n'avait pas de frontière avec aucun de ses employés. Une attitude singulière aux yeux de l'un d'entre eux. La nouvelle secoue tout le monde. Je n'ai jamais vu une personne qui avait une relation aussi étroite avec ses employés, de surcroît un milliardaire. Si vous le voyez interagir, vous allez même dire que ce n'était pas lui le patron. Il cherchait la paix avec tout le monde, il la voulait pour tous. L'homme a toujours œuvré pour un développement du Fouta. Un témoignage unanime. Le coordonnateur de l'Alliance pour le développement de Podor, ADEP, confirme. C'était un homme du Fouta très généreux. Il appelait toujours pour le développement du Fouta. Et aujourd'hui, on a perdu un monument. Abdoulaye Elimane Dia dit Kaladio va reposer désormais à Orefondé, près de son père. Toute la communauté foutanké prie pour le repos de son âme. Et voici maintenant le bulletin santé du jour. 18 décès, 64 cas graves en réanimation. Le bulletin fait également état de 811 nouveaux cas positifs au coronavirus. L'annonce de la gratuité de l'oxygène dans les CTE privés n'est pas encore totalement effective. Constat sur le terrain, à la clinique du Golfe, le directeur Dr Massamba Thiam dit être en attente. Et dans cet élément qui va tout de suite suivre, il est largement revenu sur les besoins en oxygène pour les patients admis en réanimation. Cheikh Diop et Barasso. Dans la lutte contre cette troisième vague de contamination du coronavirus qui persiste au Sénégal, les autorités sanitaires avaient annoncé ce mardi la gratuité de l'oxygène dans les centres de traitement publics et privés, une mesure non encore effective dans certains centres, à l'instar de la clinique du Golfe. L'oxygène, nous, dans le privé, on l'achète. J'ai une facture d'hier, la bouteille d'oxygène achetée hors transport avec TVA, ce qui n'est pas normal, coûte plus de 70 000 francs. Puis encore, mais on ne le voit même pas. Nous, on a payé, on a déposé une bouteille, jusqu'à ce moment, on n'a pas reçu notre commande. C'est un problème. Alors que si les malades sont dépendants de l'oxygène, un malade qui a besoin d'oxygène, vous avez de l'oxygène, il meurt. Dr Massamba Thiam revient également sur les besoins en oxygène des différents malades de Covid, besoins qui dépendent du degré d'atteinte des poumons. Oui, tout dépend de l'atteinte du poumon ou de l'état du malade. Il y a des malades qui sont Covid qui n'ont pas besoin d'oxygène. C'est la majorité des gens. Mais il y a entre 1 à 10% de ces patients qui ont des atteintes pulmonaires qui sont variables.
et on le quantifie d'atteindre 10%, 30%, 50%, 70%. Donc plus le degré est élevé, plus vous avez besoin d'oxygène. Une autre révélation du spécialiste des maladies du cœur, des facteurs génétiques qui provoquent des formes graves de la maladie. Il paraît même qu'il y a un facteur génétique pour avoir une maladie grave. Vous pouvez avoir 30 ans, j'ai 30 ans, on a le même âge, on n'a aucun facteur de risque, mais moi je vais faire une forme de Covid grave. Il paraît que ils ont pris le sang des malades graves, il paraît qu'il y aurait des facteurs génétiques. Il paraît. Mais il est démontré depuis le début que les gens qui ont des facteurs de risque, c'était connu, les obèses, les hypertendus, les insuffisances rénales, les diabétiques, les maladies chroniques, c'est à risque. Nous, hier, on a perdu un patient. Docteur Massamba Thiam espère une meilleure répartition des stocks d'oxygène dans les centres de traitement, mais demande également à la population d'aller se faire vacciner pour échapper au virus. Merci, cher Diop. Les sans-abri font partie des grands oubliés de la crise sanitaire. Ils ont eux-mêmes exprimé ce sentiment. Cela n'empêche, ils essaient tant bien que mal de se conformer au protocole sanitaire actuellement en vigueur. À noter également que ces SDF n'ont pas pour le moment accès au vaccin au pluriel. Voici le reportage d'Aïssa Toukan avec Céline Mbaye. Loin d'être hors de la ligne de mire du variant Delta, les sans-abri sont bel et bien conscients des restrictions sanitaires. La maladie existe bel et bien, j'y crois, et nous faisons très attention à nos faits et gestes. Sans masque, ce sans-abri n'en a cure des mesures barrières. Il estime que seul le Seigneur est au contrôle. Je n'ai jamais mis de masque et c'est une seule fois que j'ai mis le gel antiseptique et ceci était au garage. Ce père de famille longe le mur du centre culturel français. La pandémie l'affecte autant que tout autre Sénégalais, raison pour laquelle il respecte les mesures barrières. Nous respectons les mesures barrières et faisons en sorte d'avoir au moins un masque comme nous sommes tout le temps dans la rue. C'est la moindre des choses à faire. Leur souhait que le ministère de la Santé mette à leur disposition une équipe afin qu'ils puissent se vacciner. On est prêt à se faire vacciner, mais franchement, avec la longue queue dans les hôpitaux, je préfère aller mendier pour pouvoir nourrir ma famille. Ce serait bien que l'État nous envoie une équipe afin que l'on puisse se vacciner et nous donner des masques et des gels aussi. Souvent inscrits aux abonnés absents, les sans-abri sont les grands oubliés de la crise sanitaire. Ils ne veulent pas aller dans les districts sanitaires pour se faire tester ou encore se vacciner, mais respectent dans la mesure du possible les gestes barrières. Et les scientifiques ne cessent de le dire, la vaccination semble être la seule solution au Covid-19, du moins contre les formes graves de la maladie. Docteur Mamadou Mansour Diouf est anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bordeaux en France. Il est actuellement à Dakar pour, disons, aider à renforcer la sensibilisation sur la vaccination. Omar Kane et Cher Diop l'ont rencontré pour ITV. Hôpital régional de Ziguinchor, donc amul réanimation. La fa nek réanimation. Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'anesthésiste réanimateur Dr Mamadou Mansour Diouf a finalement décidé de faire un voyage express sur Dakar. Un voyage pour alerter, sensibiliser sur l'intérêt de se faire vacciner. Aujourd'hui en France, vous avez entendu que la pandémie est en train d'exploser. Tous les jours, vous avez le nombre de cas qui explose. Mais malgré que le nombre de cas explose, les hospitalisations, ça ne bouge pas. Les admissions en réanimation ne bougent pas, ils n'explosent pas. Parce que ça aussi, c'est un critère, un paramètre très important. Le nombre d'admissions en réanimation. En France, on a toujours suivi la courbe de progression des admissions en réanimation. Ils ne bougent pas, malgré l'explosion des cas. Donc ça veut dire quoi? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont vacciné une grande partie de la population. Donc ces populations-là, ils peuvent avoir le virus, mais ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne vont pas en réanimation. Donc l'intérêt de la vaccination, ça c'est du concret. L'intérêt de la vaccination, c'est de protéger contre les formes sévères et les formes graves. Docteur Mamadou Mansour Diouf invite le Comité national de gestion des épidémies à améliorer sa communication. Il suggère par ailleurs
l'installation d'autres centres de traitement des épidémies avec le concours de l'armée. Le service de santé des armées dispose d'hôpitaux militaires de campagne. Donc ces hôpitaux-là sont déployables sur le terrain en 48-72 heures maximum pour être fonctionnels. Donc j'ai proposé qu'on déploie un sur le site du stade Dakar Arena qui est à Diamniadio. C'est un site idéal où on peut installer un CTE sous la supervision des forces armées avec une capacité de 100 lits et 50 lits de réanimation, c'est possible. Ensuite, on va positionner un autre hôpital militaire de campagne sur le site de l'aéroport militaire de Yoff. Là-bas, le site aura pour intérêt donc de soulager Fann, tous les hôpitaux là, le Dantec, etc., tout ce qu'il y a Dakar et environ. Et enfin, un dernier qu'on va positionner au niveau de l'arène nationale. Donc, qui va soulager l'hôpital d'Al Jam et qui va polariser tout ce qu'il y a autour de la banlieue. Dernière recommandation, l'anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bordeaux préconise la suspension de toutes les opérations non urgentes dans les hôpitaux pour orienter l'oxygène vers les malades de la Covid. Rendons-nous sans plus attendre à ses yeux. Au-delà du coronavirus, une autre problématique de santé préoccupe l'intersyndicale Sud-SAS-Sintras. L'établissement public de santé numéro 1 n'a pas de direction depuis pratiquement 6 mois. Conséquence, vous l'aurez deviné, la structure sanitaire ne marche pas comme elle devrait. Je vous propose d'écouter le porte-parole des syndicalistes. Il s'appelle Brodian Diakhaté. Plus de 6 mois sans un directeur, que la subvention, la deuxième tranche et troisième tranche n'est pas jusqu'à présent virée au niveau des comptes de notre hôpital, des ruptures d'intrants intempestives et de produits d'entretien qui se multiplient de jour en jour, faute de paiement, le personnel exposé car laissé à eux-mêmes. Aujourd'hui, on peut dire 45 ou 50% du personnel de l'EPS1 est atteint de ce Covid, surtout avec cette troisième vague, parce qu'il y a les matériels de protection qui manquent. La structure peine à payer les salaires de ce mois et les motivations parce qu'il y a ce non-versement des subventions au niveau de notre établissement. Le non-paiement des motivations Covid des membres du CTE et au personnel contractuel de l'hôpital. Nous ne pouvons pas aussi accepter aujourd'hui que le vedette qui est derrière là, qui utilise les sapeurs-pompiers, il y a plus de 2 semaines, qui ne marche plus. Les patients qui traversent cette rivière doivent prendre des pirogues ou bien être là-bas, d'autres même accouchent au bord de la mer, ce qui est inadmissible. Notre plan d'action qui a démarré le mardi 3 avec port de brassard rouge dans l'enceinte de l'hôpital. Ensuite, le mercredi 4, port de brassard rouge plus point de presse. Le jeudi, presse générale de 24 heures avec respect des urgences. Jusqu'au moment où l'on parle, on n'a pas été reçu ni par une autorité administrative de la région, ni par une autorité sanitaire de la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sensibles sur la situation de l'hôpital, sur la situation de cette pandémie, ni sur la situation de la population de Sédhi. Toute autre chose maintenant, les résultats du baccalauréat 2021, disons la plupart étaient censés être envoyés par SMS vu le contexte sanitaire tendu, mais à Bourg, les candidats se sont rués vers leur centre d'examen respectif. Pression, anxiété et beaucoup de joie aussi pour certains Montagacan sur place. Ici, les âmes sensibles risquent gros. Le spectacle qu'offrent les élèves joyeux et ceux pleins d'amertume peut émouvoir plus d'un quand ceux-là pleurent de joie. D'autres crient leur détresse devant leurs accompagnants désabusés. Dans le bureau du jury où les messages sont envoyés aux élèves admis et admissibles, les administrateurs sont presque débordés. Non, ce n'est pas forcé de un message parce que les messages viennent à contre-goût. Vous pouvez pas voir les messages, mais vous avez les listes. Oui. Ruki Mamoudou Dia, qui a réussi d'office, tremble de bonheur. C'est vraiment une joie, je ne peux même pas m'exprimer, franchement. Je suis tellement contente. Oui, je la dédie à ma maman parce qu'elle c'est tellement fatiguée pour mes études. Elle a tout fait, elle bosse dur pour moi. Je me disais que je lui devais cette victoire. Rappelons que c'est pour éviter les attroupements que les résultats sont proclamés par SMS. Cela n'a pas empêché les élèves de se regrouper devant le jury pour consulter leur téléphone.
Et voici une nouvelle date à noter dans les agendas. Le train express régional mis en circulation le 24 décembre prochain. Selon le ministre des Transports Mansour Faye seulement, le message ne passe plus auprès de certains Sénégalais. Ils ont assisté à plusieurs reports. Mamadou Dieng et Moussa Fall ont recueilli quelques avis dans les rues de Dakar. Reportage. Aux alentours du Mall 10, Moussa Diouf hâte le pas pour se rendre au port. Ce travailleur portuaire ne donne aucun crédit à un éventuel trafic du train express régional en décembre, comme annoncé. Peut-être, mais je n'y crois pas. C'est la troisième fois qu'il donne des dates, mais rien. Le projet a trop duré. Moi, je suis navigateur. J'ai fait toute l'Afrique. J'ai vu des projets comme tels, mais le Sénégal n'est pas à l'heure du TER. Ailleurs, sur les allées du centenaire, Abdoulaye Mbaye, dit commissaire ou Abdoulaye Wade, marche en titubant. Son âge très avancé ne l'empêche pas de sillonner les rues pour écouler ses masques. Comme notre premier interlocuteur, ce vendeur de masques attend de voir le train siffler pour y croire. Je n'y crois vraiment pas. Le gouvernement a promis beaucoup de choses concernant le TER, mais par la suite, on a du mal à voir des résultats. C'est la même chose notamment avec les dépenses liées à la pandémie Covid-19. Donc, je ne crois pas à cette histoire du démarrage du TER. Les milliards qui devaient être investis, c'est sûr qu'ils l'ont sans doute mis dans la politique. Sur le trottoir, Serigne Mbacké Gueye marche à pas de caméléon. La lenteur du projet est due à la pandémie, concède-t-il. Le projet a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est à cause de la pandémie Covid-19. Si ce n'était pas la pandémie, les travaux allaient finir. Les navettes du train express régional sont annoncées puis reportées à maintes reprises. Cette fois-ci, les autorités fixent la date du 24 décembre pour un démarrage effectif. Et cela fait plus de 20 ans que les travailleurs de la CIASEX AMA Sénégal réclament leurs indemnités. 4 milliards de francs CFA au total. Ils lancent un énième appel à l'État du Sénégal. Le coordonnateur du collectif de ces travailleurs, Ousseynou Diop, que nous écoutons. On tourne autour d'un paiement de droits à tous les travailleurs de l'ex-CIAS et de l'ex-AMA, qui se chiffre aujourd'hui à 4 milliards et demi. 1 milliard et demi pour les ex-travailleurs de la SIAS, 3 milliards 6 pour les ex-travailleurs de AMA Sénégal. C'est ce que nous demandons à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes vraiment inquiets dans la mesure où le président a donné plusieurs fois des directives, mais ça n'a pas été exécuté. Et c'est étonnant dans un état de droit. Donc tous ces travailleurs aujourd'hui, c'est des démunis, ils ne demandent qu'à être payés par l'État du Sénégal. Les ex-travailleurs de la SIAS tournent autour de 1800 travailleurs. Les ex-travailleurs de AMA Sénégal tournent autour de 2000 travailleurs. Au total, ça nous fait 3500 travailleurs. On a organisé plusieurs fois des points de presse, des marches, des sittings, mais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans des situations très tendues avec le Covid. Pratiquement, beaucoup de gens sont vraiment malades. C'est des veillards qui ne parviennent plus à vraiment manifester, qui n'ont plus dans des sociétés auxquelles ils peuvent vraiment tenir le levier pour faire un blocage. Donc ils ne demandent qu'à être payés. La SIAS a été dissoute en 1995, AMA Sénégal a été dissoute en 2000. Jusqu'à présent, ces travaux traînent. Un mot sur les élections départementales et municipales prévues en 2022. La révision exceptionnelle des listes électorales a démarré depuis le 31 juillet dernier dans tout le Sénégal. Des bureaux de commission administrative ont été installés au stade Iba Mar Diop et la population riveraine semble adhérer à l'initiative. Un reportage de Ami Diouf avec Augustin Mandan.
Depuis le 31 juillet, date de démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales. De nombreux citoyens se rendent au stade Iba Mar Diop. Dans ce centre de la commune de Médina, les inscriptions se passent bien. En croire le président de la commission exceptionnelle des listes électorales, les personnes non inscrites sont plus nombreuses. Actuellement, aujourd'hui, on est très débordé. Depuis ce matin, on est sur les inscriptions. Les jeunes, vraiment, ils viennent en masse pour s'inscrire. Vraiment, aujourd'hui, il y a une affluence ici. Même hier, c'était la même chose. Il y a des gens qui sont venus, surtout les jeunes. Ils avaient leur carte d'identité, mais ils n'avaient pas leur carte d'électeur. Il y a aussi des modifications des gens qui vont changer de lieu de vote. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de militaires, ni de paramilitaires. Les civils seulement viennent s'inscrire. Plus de 100 inscrits sont dans ce centre depuis le début de l'opération. La file s'allonge chaque jour. Depuis qu'on a débuté, on a eu 117 inscrits, c'est-à-dire du 31 au 3. Donc la première journée, on a eu 20 inscrits. La deuxième journée, on a eu 52. Et hier, on a eu 45. Donc ce qui fait un total de 117. Aujourd'hui, bon, on n'a pas encore fini. Vous avez vu l'attente devant la porte. On est à 100 personnes à l'intérieur. À 114 personnes qu'on a recensées pour l'instant. Et ça reste pas mal de personnes qui attendent d'être enrôlées. Elle est venue pour s'inscrire sur la liste. Adjouba Diop rejoint la queue. L'attente risque d'être longue, mais elle veut coûte que coûte remplir son devoir de citoyen. Je suis venue m'inscrire sur la liste électorale. Il était inscrit sur ma carte d'identité que je suis non-votant. Donc je viens d'arriver et ils m'ont demandé de patienter. La mise à jour du fichier électoral va permettre aussi aux jeunes de 18 ans de récupérer leur carte d'électeur. Une décision du président de la République pour le bon déroulement des élections locales de 2021. Quelques notes de sport. Le comité de défense du football sénégalais demande l'annulation de l'élection de la Fédération sénégalaise de football. À défaut, le report de l'Assemblée générale élective prévue ce 7 août, samedi. Le CODEF a obtenu plus de 7000 signatures électroniques et plus de 500 signatures physiques. Une lettre de doléance a même été déposée auprès de la FSF. Le message du président du CODEF, Modou Gueye-Seck, que je vous propose d'écouter. Alors, l'idée pour nous, c'est d'alerter déjà, de dire aux délégués que la population sénégalaise, dans son écrasante majorité, n'est pas d'accord avec la candidature de M. Augustin Senghor à pour un quatrième mandat. Et ça, 7000 Sénégalais l'ont dit en ligne. Et 3000 autres l'ont signé de manière physique. L'autre élément, c'est sur les irrégularités notées dans le cadre de ce processus de renouvellement qui concerne justement le fait que la commission électorale n'a pas été mise en place, comme le texte l'explique, 6 mois avant l'Assemblée générale élective, qui est une irrégularité, une violation des textes de la Fédération, et donc, mais également l'ingérence de l'État et toutes les autres irrégularités qu'on a notées dans le cadre de ce processus-là. Nous ne sommes pas là pour dire qui va gagner et qui ne va pas gagner. Nous, notre combat, c'est de dire les élections, dans le processus, il y a des irrégularités. Donc elles doivent être reportées à défaut d'être annulées tout simplement. L'autre élément, comme j'ai dit, c'est dénoncer devant les irrégularités et après continuer le combat ici au Sénégal, en Afrique à travers la CAF, mais également au niveau international avec la FIFA, justement qu'on a saisi hier ou avant-hier à travers une lettre. Et cette autre actualité des sports qui sonne comme un coup de tonnerre. Lionel Messi quitte définitivement le FC Barcelone. La Pulga, qui a passé toute sa carrière en Catalogne, ne va pas poursuivre l'aventure avec le Barça. À travers un communiqué, la formation espagnole a officialisé cette mauvaise nouvelle. Je cite, bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Léo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels, règlement de la Liga espagnole. Ce sont donc les explications du Barça faisant référence aux problèmes liés à la réglementation en Espagne concernant la masse salariale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.